On ne peut pas aimer quelqu'un et puis vouloir le transformer à sa façon. Il faut le prendre comme il est. Puis il faut faire avec. Bienvenue sur Colette Cause. On parle du monde sans tabou avec ma grand-mère Colette. Une série d'épisodes réalisés par Colette Talks, animée par Eva et sa grand-mère Colette. Le féminisme avec Colette. Coucou Eva, bonjour. Du coup, on est ensemble pour un 3e épisode, déjà, ça passe vite. On rappelle, le premier épisode, on l'avait fait sur le post-études, et puis le 2e sur les réseaux sociaux. Oui, qui c'est avait vrai. bien plu, hein, C'est vrai. parce que tu avais parlé de pas mal de choses de ton époque. Mm-hmm. Et là, on est de retour pour parler d'un tout nouveau sujet, le féminisme. Déjà, je voulais commencer par te poser une question assez simple. Pour toi, c'est quoi le féminisme ? C'est tout simplement que les femmes arrivent à trouver leur place parce qu'elles ont été un petit peu trop longtemps oubliées et laissées pour compte. Donc elles ont besoin de trouver leur place dans la société actuelle. Ouais. Parce que et puis surtout qu'on arrête de les considérer comme inférieures à l'homme. Le féminisme, c'est ça, c'est surtout essayer de retrouver une place importante à égalité avec la place qu'avait l'homme avant. Toi, à ton époque, déjà, t'as grandi où ? J'ai grandi à la campagne, dans une ferme. Est-ce que déjà tu ressentais un peu la différence entre l'homme et la femme quand t'étais plus jeune ? Pas trop dans la ferme parce que ma maman avait autant de travail que mon papa, elle était aussi bien considérée. Non, et en plus, mes parents vivaient avec la mère de mon papa, ma grand-mère. Donc c'était elle qui avait laissé la ferme à mon papa. Donc elle était un petit peu la tête respectée, Oui. la personne dirigeante, disons. Mais c'est vrai que cette inégalité, je l'ai pas trop ressentie tant que je vivais à la ferme. Parce qu'elle était respectée aussi Parce qu'elle était respectée, oui. de celles et ceux aussi qui vivaient avec vous, les voisins. Par les voisins, parce que c'était un village avant tout de fermiers. Donc les femmes étaient toutes logées à la même enseigne, c'est-à-dire qu'elles avaient autant de travail que les hommes. Dans une ferme, une femme, elle a autant de travail qu'un homme, et en plus, elle doit assumer les enfants. Pourtant, on pense le contraire, c'est-à-dire dans les campagnes, on se dit plutôt que la femme, elle est renfermée, elle est chez soi. Mais en fait, elle n'a pas le choix de travailler. Elle n'a pas le choix. Elle travaille dans les champs, elle travaille dans les écuries. Et parallèlement, elle prépare les repas, elle fait les lessives, et puis elle s'occupe des enfants. Oui. Et à la maison, est-ce qu'elle avait autant sa place que le papa ou pas du tout ? Elle avait plus sa place que le papa, parce que le papa, il faisait d'autres travaux beaucoup plus difficiles. Ouais. Pendant que ma maman, par exemple, pendant que ma maman faisait les lessives, mon père, il faisait des choses qu'elle ne pouvait pas faire dans l'entretien du matériel, par exemple. Et donc, du coup, c'est elle qui dirigeait un petit peu tout, qui était la décisionnaire, on va dire, de la famille. Voilà, au départ, ça a été plus ma grand-mère, parce qu'à l'époque, il y avait toujours la génération ancienne qui vivait dans la ferme avec les parents et les enfants. C'est un peu comme ça que ça se passe en Asie, les grands-parents vivent avec les familles, et ça, on l'a complètement oublié. C'est sûr que c'était pas drôle tous les jours quand il fallait vivre avec une génération de retard. Parce que toi, ta grand-mère, elle était comment ? Elle était très sévère, mais elle était très juste. Elle était veuve, elle avait élevé 11 enfants. Oui. Veuve. Donc, quand elle s'est retrouvée veuve, elle avait son aîné avait 14 ans, puis le dernier avait 1 an, et elle a gardé la ferme. Donc, elle a dû faire face. C'était quelqu'un de très courageux, mais c'était quelqu'un d'extrêmement sévère. Oui. Et donc, ça s'est ressenti aussi dans l'éducation Ça s'est ressenti dans l'éducation que j'ai donnée à mes filles. Oui. Mais est-ce qu'on en parlait de l'égalité homme-femme ? C'est-à-dire que toi, tu le ressentais pas, mais est-ce que c'était un sujet pas du tout. Parfois venait à la table ? Pas du tout. Dans les campagnes, pas du tout. Ouais. Toi, la première fois que tu as entendu parler de ça, c'était... Tu te rappelles ? Alors, ce qui était bizarre, c'est que on est une génération, la génération des baby-boomers, née après la guerre,
où les filles ont voulu chercher du travail. Et dans les fermes, dans les campagnes, la question se posait pas trop parce que soit tu restais à la ferme, il fallait trouver un paysan qui veuille bien t'épouser, hein, soit on essayait de te faire faire des études. Oui. Alors, au départ, ma maman a eu un petit peu de mal, j'étais bonne élève, ma sœur également. Ma maman a eu un petit peu de mal à imposer son point de vue. Heureusement, on avait une tante qui était directrice d'école, qui a imposé, comme on travaillait bien, de nous mettre dans un lycée. Donc on est parti dans un lycée faire nos études, ma sœur et moi. Tu penses que si t'avais pas eu ta tante... Je pense que si j'avais pas eu ma tante, ma maman aurait dû se bagarrer beaucoup plus parce qu'elle refusait absolument qu'on ait la même vie qu'elle. C'était une vie dure à l'époque. Dans les années 50, 60, c'était extrêmement dur la vie dans les fermes pour les femmes. Parce qu'elles faisaient carrément le même travail que les hommes, sans en avoir la force et tout. En plus d'avoir les enfants, d'assumer les enfants. Oui, t'avais une double charge. Voilà, une double charge. T'es partie du coup au lycée. Voilà, j'ai fait des études, Ouais. et qui dit faire des études dit automatiquement trouver du travail après. Faut Oui. que ça serve à quelque chose. Ouais. J'ai pas eu trop de problèmes pour trouver du travail après, parce qu'on était quand même, c'était les débuts où les femmes allaient travailler. C'était au début des années 50, après la guerre, les femmes sont parties travailler parce qu'il fallait bien ramener de l'argent. Et nous, on a profité de cette évolution-là pour faire des études et également avoir du travail. Mais c'était pas toujours bien vu d'aller travailler. Pourquoi? Mais parce que une femme, elle était faite quand les mentalités, en particulier à la ville, hein, une femme, elle était faite pour rester à la maison à élever ses enfants. Et surtout, servir de boniche à son mari. Toi, ça a été dur d'assumer, d'aller un peu contredire ces grandes lignes, ces grandes, on va dire, normes. Non. Toi, Moi, tu t'es sentie libre? Moi, je me suis sentie libre à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai eu un salaire, et puis je faisais ce que je voulais. Mais est-ce que tu ressentais la différence dans ton boulot? Ou pas du tout? Entre l'homme et la femme? Est-ce que tu t'es dit, ah, quand même, il y a une petite différence? Je sais pas, parce que ça commençait, moi j'étais dans une grosse boîte. Donc j'ai pas toujours été dans une grosse boîte. J'ai travaillé avec une assistante sociale, donc j'étais indépendante. Le poste d'éducatrice familiale a été supprimé, donc j'ai retravaillé après dans une grosse boîte. Et là, c'était très intéressant. Donc j'ai décidé d'y faire mon trou. Il y avait comment je pourrais dire, un ascenseur promotionnel. Oui. À l'intérieur de l'entreprise. J'en ai déjà parlé avant dans un autre podcast, où on avait la possibilité de faire des stages de formation. Oui. Et ça, c'était très enrichissant, donc ça permet quand même aux femmes d'évoluer. Moi, j'ai pas trop connu, dans l'entreprise où j'étais, le blocage au niveau féminin, le blocage de l'évolution des postes, je vais dire, Oui. au niveau féminin. On avait une directrice des finances, notre DRH également. C'était des femmes. Dans une entreprise, à l'époque, il y avait 800 personnes. Ah oui, donc pas, Oui, on va dire c'était pas déjà commun. une grosse boîte. D'accord. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as senti ce blocage féminin? Alors, c'était peut-être pas en entreprise, mais est-ce que toi, tu t'as été déjà confrontée à la différence entre l'homme et la femme? Tu peux dire non, hein? Ouais, écoute, personnellement, non, mais autour de moi, je crois que oui, quand même. Hein. Ouais. Je me suis bagarrée. Ah oui, si. Je me suis une fois vraiment bagarrée avec un de nos amis. Oui. Qui m'a dit, il était un petit peu plus âgé que nous, Oui. et qui m'a dit ouvertement, moi, je n'aurais jamais accepté que ma femme travaille. Et je lui ai dit, moi, je n'aurais jamais accepté d'épouser quelqu'un qui m'aurait refusé la possibilité de travailler. Et ça, je l'avais énormément fâché. Parce que lui, dans sa mentalité, sa femme devait être disponible en permanence pour lui, pour ses enfants, pour le ménage, pour la maison. Voilà. Oui. Tu penses que ça vient d'où d'avoir... C'est l'éducation d'abord, de penser comme ça, d'être conditionné en pensant que la femme doit être la bonne. Bon, je pense que ça remonte à des siècles d'éducation. Hein. Ouais. Même si on voit beaucoup de reportages, par exemple, pendant la guerre de 14-18, quand les femmes sont allées travailler à la place des hommes, tout ça, oui, mais avant...
Pourtant, à la révolution industrielle, les femmes sont allées travailler avant le début du XXe siècle. Oui. Fin 19e, elles allaient déjà dans les usines, il fallait qu'elles rapportent de l'argent. Mais tout simplement parce que les gens, ils crevaient de faim. Oui. Je pense qu'il y avait ça. Par contre, qu'il y ait une différence entre un salaire de femme, un salaire d'homme, ou entre la position sociale d'une femme et d'un homme, ça, je suis 100% d'accord. On n'a encore rien gagné là-dessus. C'est Ouais. pour ça qu'il faut que le féminisme sert au moins à quelque chose, qu'il faut se bagarrer pour qu'il y ait une équivalence entre les salaires, une équivalence entre les promotions, parce que ça, dans certains endroits, ça n'existe toujours pas. Oui, totalement. Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, du féminisme, des droits féminins. Oui. Mais oui, j'ai l'impression que c'est pas encore ça partout. Non, j'ai bien l'impression, oui. Donc ça, c'est un ressenti aussi intergénérationnel, c'est dommage. Mais je trouve aussi que il y a pas mal de personnes qui peuvent aussi malheureusement desservir la cause, dans le sens où des femmes qui vont dans l'extrême et qui, elles, veulent se sentir supérieures aux hommes. Mais de toute façon, les extrêmes ont toujours fait le tort de l'évolution entre les êtres humains. Oui. C'est vraiment c'est le gros problème, parce que il y a toujours eu des contestataires, il y a toujours des femmes qui contesteront sans trop de raisons valables. Oui. Puis surtout qu'elles vont du coup à l'inverse du message. Exact, elles vont à l'inverse du message qu'il faudrait passer. Oui, c'est ça. Donc les barrières qui se dressent, c'est souvent parce que ces femmes n'ont pas su, elles sont dans l'extrême, donc elles n'ont pas su proposer intelligemment, on va dire. Je vais me faire tuer par les extrémistes. Ouais, c'est pas grave. Non, mais bien sûr, après, moi, je l'ai toujours dit, il faut de la nuance aussi, un équilibre. Il faut de la nuance, voilà. Mais après, faut pas nier tous ces siècles, comme tu dis, où les hommes ont carrément effacé les femmes. Oui. Je pense qu'il y a une question d'ego aussi. Il y a une peur que les femmes prennent de la place autant que les hommes. Oui. Parce qu'elles ont des qualités aussi. Elles ont d'autres qualités. D'autres qualités. Voilà. Et je pense que ça peut faire peur du côté des hommes. Alors, déjà, pour pas qu'elles leur prennent leur travail. Ouais, c'est ça. C'était ça aussi, pas qu'elles prennent. Parce que l'homme est né pour travailler. On a un principe que je suis pas tout à fait d'accord avec. L'homme est né pour travailler et pour faire vivre sa famille. Mais bon, la femme peut également y contribuer, il n'y a pas de raison. Pourquoi ça serait uniquement masculin? Cette idée que l'homme, c'est à lui d'entretenir sa famille, d'élever ses enfants et tout ça. La femme, elle y participe. Est-ce que c'est ta grand-mère qui avait ce genre de discours? Ou est-ce que tu l'as compris en voyant ta maman travailler d'arrache-pied? Non, moi je l'ai compris en regardant un peu autour de moi ce qui se passait, parce que j'ai pas l'impression que ma mère a été considérée par mon père comme en dessous de lui. Elle était son égale dans le travail. Et puis ma grand-mère, on n'en parle pas, parce qu'elle s'était tellement bien, elle avait survécu à son veuvage en élevant ses enfants, en continuant à travailler à la ferme. Donc, et c'est vrai qu'elle était quelqu'un d'assez... Elle avait réussi, parce que la ferme ne marchait pas trop mal. Donc elle avait réussi, c'était quelqu'un d'assez orgueilleux. Oui. Oui, et puis de tenace Et aussi. de tenace, justement, elle était sévère, mais à tout point de vue, autant pour elle que pour nous, que pour... parce que il fallait que ça marche. Ouais, elle n'avait pas le choix, c'est une Elle n'avait question pas de le survie. choix, voilà. Totalement. Oui. Alors que mon autre grand-mère, ma grand-mère maternelle, elle n'a jamais travaillé. Ah, et oui. c'est là que j'ai fait la différence. Ma grand-mère maternelle dépendait entièrement de mon grand-père qui était ouvrier métallurgiste. Ouais. Et je pense que d'un autre côté, c'est aussi ce qui a poussé ma maman à avoir une vie active. Elle aimait la ferme, elle avait épousé mon père évidemment par amour, mais aussi elle aimait le travail qu'elle faisait. Alors que ma grand-mère maternelle, qui n'avait jamais travaillé, était la dame de la ville, c'est-à-dire qui dépendait entièrement de son mari pour acheter la moindre bricole. Ouais. Voilà. Oui. Oui, je comprends bien. Est-ce que toi, à l'époque, vous aviez déjà des inspirations, des références
aussi de femmes qui ont dit ce qu'elles pensaient, que ce soit à la télé ou autre. Est-ce que tu as des femmes qui t'ont marqué comme ça, même d'un point de Ah vue oui, littéraire? il y a quelqu'un qui m'a énormément marqué, c'est Simone Veil. Oui. Alors là, la bagarre de Simone Veil pour l'avortement, et puis tout ce qui a découlé parce que les femmes, il y a eu quand même une époque où les femmes, elles avaient pas le choix quand elles ne voulaient pas d'enfants et tout, il y avait aucune possibilité. C'était ça qui était important, c'était qu'elles aient une indépendance de ce côté-là. Et ça m'a énormément marqué, la bagarre de ces femmes pour obtenir une indépendance du côté de la naissance des enfants. Oui, pour toi, c'est important Pour aussi moi, de leur c'est dire. important. Est-ce que tu conçois aujourd'hui qu'il y a des gens, des jeunes, qui osent dire qu'ils sont contre l'avortement? Il y a des jeunes aujourd'hui qui le disent. Alors, je souhaite tout simplement à ces jeunes de ne pas être confrontés à une grossesse indésirable. Oui. Tout simplement. Bon, normalement, avec les moyens qui existent à l'heure actuelle, il y a la possibilité de ne pas se retrouver enceinte quand on ne le veut pas. Mais moi, je suis surprise quand même de m'apercevoir que dans les statistiques, Oui. il y a toujours autant de gamines de 14, 15 ans qui se retrouvent enceintes sans l'avoir voulu. Et là, ou même à la suite de viols, ou à la suite, je sais pas, d'une D'accord, soirée bien sûr. un peu trop arrosée. Et je souhaite à ces anti-avortements de se trouver un jour confrontés à un problème comme ça. Et puis là, on verra ce qu'elles en pensent. Exactement. Mais je pense que le féminisme, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense, c'est aussi se souvenir des batailles de ces femmes-là. Et oui, C'est une question de connaissance aussi. oui, on oublie un petit peu trop souvent que ces femmes, il faudrait leur repasser le discours de Simone Veil à l'Assemblée et les huées que ces braves messieurs lui ont envoyées dans les dents. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai revu il y a pas longtemps son discours à l'Assemblée et les hommes qui l'insultaient. Ça, c'était incroyable. Parce que ces messieurs allaient se sentir dévalorisés du jour où une femme allait prendre elle-même en main sa sexualité et puis son indépendance pour avoir des enfants. Et puis je crois qu'aujourd'hui, les gens se trompent aussi de bataille, dans le sens où mélangent pas mal de choses. Quand je te dis qu'il y a des jeunes qui sont contre l'avortement, qui vont vers les extrêmes en pensant que ça va sauver le pays, et puis qui veulent retourner à l'époque de tes grands-parents, Oui. de vos époques, je pense que ce sont aussi un manque de connaissances et puis de confusion entre Total. l'histoire. Total. C'est un peu comme les écologistes qui sortent des trucs, moi qui sors de la campagne, qui étais élevée à la campagne, qui sortent des idées impensables, incroyables pour des gens qui devraient être proches de la nature et tout, et puis qui n'y connaissent strictement rien. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont de mauvais intérêts et qui se cachent encore une fois derrière des drapeaux de l'écologie, du féminisme, oui. dont ils ne connaissent strictement rien. Voilà, oui, oui. Donc c'est bien que tu cites Simone Veil parce que je pense que ouais, c'est des figures que le temps passe, les informations autour de ces personnes-là se perdent parce qu'on ne les diffuse plus assez. Oui. Mais je pense qu'effectivement, il faut se rappeler. Alors tu vois, pour en revenir au mouvement féministe, moi j'ai connu l'époque, moi je suis arrivée à une époque où les femmes, j'ai commencé à travailler, les femmes venaient d'avoir le droit d'avoir un compte en banque à leur nom. Oui. Ça paraît complètement incroyable. Et quand je raconte que quand j'ai voulu prendre la pilule en 1971, il a fallu que mon mari vienne avec moi pour donner son accord, je comprends que les femmes aient rué dans les brancards un moment ou un autre parce que c'était pas normal qu'on leur enlève cette liberté-là. Toi, tu t'es fait accompagner pour... Oui. Et c'est quoi le sentiment à ce moment-là? C'est le sentiment que j'étais pas capable de décider par moi-même, de prendre une décision de ce que je voulais faire. C'était rabaisser vraiment la femme au rang d'objet. Hein. Oui. C'est important que tu le dises parce que je pense que dans une époque où on sait pas ce que c'est important aussi de savoir comment ça s'est passé pour celles et ceux qui ont vécu ça. Oui. Donc oui, c'est quand même assez
C'est choquant. Hein. Et je me souviens, en revenant au compte en banque, je me souviens de la joie de mon père quand il m'a expliqué comment je pouvais aller ouvrir un compte en banque. Et ça, bon, leur compte en banque à mes parents était un compte joint, mais moi, ouvrir un compte en banque à mon nom, à moi, pour mon père, c'était le signe d'une évolution. Il était aussi content que moi, parce que il était déjà moderne dans son état d'esprit. Oui. Hein? Mais il faut garder, je pense aussi, son esprit ouvert. Oui. Et en évolution. Oui. Donc non, c'est hyper... Ouais, ça me met les frissons, c'est fou. Non, mais c'est génial. Et puis après, ça a continué d'évoluer dans le bon sens aussi. Ça a continué d'évoluer dans le bon sens. Hein. Et je t'ai toujours dit, moi j'ai élevé mes filles pour qu'elles soient indépendantes. Déjà financièrement, qu'elles aient un travail, qu'elles ne dépendent pas de quelqu'un pour tout ce qu'elles avaient envie de faire, quoi. Et quand nos gendres veulent me faire un petit peu marcher, ils disent que oui, j'ai élevé mes filles en pleine révolution féministe, en marchant à fond dedans, quoi. Et elles sont indépendantes, moi je suis ravie. Oui, mais on peut être indépendant, en plus, on peut être indépendant et aimant. Mais c'est oui, ça le truc. On peut être indépendant et vivre à deux, vivre en couple, ça va pas à contresens, hein. Il n'y a pas un qui vaut plus que l'autre, c'est surtout ça. Dans un couple, on est à égalité de pensée, de travail, de tout. Hein. Bien sûr. Par contre, moi où je suis un petit peu restée archaïque, je vais dire, c'est que je pense qu'il y a des travaux ou des choses qui restent du domaine de la femme parce que elle a plus de douceur en elle, parce qu'elle a plus de patience, parce que je suis toujours très surprise quand je vois des mamans qui délèguent tout, mais tout, parce que j'ai des exemples. Par exemple, les jeunes mamans qui demandent au papa de s'occuper presque en totalité de préparer le biberon, de changer les bébés et tout. Il y a des choses qu'il faut partager. Il y a des choses qui sont un tout petit bébé, je pense, une maman sera peut-être mieux calmer un petit bébé parce qu'elle a plus de patience. Après, il faut un équilibre, effectivement. Mais il faut un équilibre dans les deux choses. Parce que aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale. Alors, à l'inverse, il y a beaucoup de mamans qui délèguent. Et puis, inversement, il y a beaucoup de mamans. Mais oui, mais comme tout ce qui se passe dans la société actuelle, on est passé dans les extrêmes. C'est ça. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Il faudrait retrouver un juste milieu dans tout. Bon, je pense qu'on y arrivera quand on s'apercevra que ce coup-là, on est au bout du bout. Faudra bien revenir sur le centre. Parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi pour qu'on ait quand même une société plus, je dirais plus féministe, mais ça veut dire une société qui met la femme à la même hauteur que l'homme. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi ? Moi, je pense savoir faire un peu plus de concessions. On est trop dans l'immédiat et dans moi-je. On est devenu une société très égoïste. À partir du moment où on partage pas les choses, ça sera difficile quand même de discuter et puis d'essayer de comprendre l'autre. De comprendre l'autre, de partager. Hein. Et de le traiter à son égal. Mais en fait, exactement, pour le traiter de la même manière que l'on se traite soi, il faut aussi s'ouvrir à l'autre. Et puis, il faut aussi, il faut s'ouvrir à l'autre, mais aussi il faut faire un peu d'introspection. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu, nous, les qualités, les défauts qu'on a, savoir un petit peu faire du rétropédalage et puis savoir, nous, qu'est-ce qu'on est, avant d'en discuter et puis de se rapprocher de l'autre. Oui. En tout cas, on le souhaite pour les futures années que... Moi, j'ai toujours été très positive, je te l'ai dit, très optimiste. Comme chaque fin d'épisode, fin ou toute courte. Fin d'épisode. Bah, il faut garder l'optimisme aussi. Et, en tout cas, il y a des progrès, ça oui. C'est sûr, mais il y en a encore à faire. On en voit. L'être humain, il est capable de plein de choses. On l'a bien vu. Ouais. Le tout, c'est qu'il ne se laisse pas déborder par l'intelligence artificielle. Ah bah ça, on en revient aussi
à la même chose. C'est pas un robot qui fera Exact. qui fera avancer le monde et puis qui mettra Absolument l'homme et la pas. femme sur le même. Mm. Et puis spirituellement, faut garder un peu de lucidité Oui, et d'ouverture, quoi. oui, voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Colette. Merci Écoute, à toi. je te souhaite une belle journée ensoleillée. Là, il fait très chaud. Bien chaude. Il fait très chaud. Et puis, on se retrouvera prochainement pour un prochain épisode. D'accord, merci. Merci, gros bisous. Gros bisous. Une série d'épisodes réalisés par Colette Talks, animée par Eva et sa grand-mère Colette.